Bonjour, coucou et bienvenue dans cette vidéo qui vous présente ce jour l'histoire innovante et originale de l'écrivain et styliste camerounais Marie Aïssi-Nga. L'auteur présente lui-même son histoire comme étant une histoire ouazal-califragilistique. Et oui, ouazal-califragilistique pour dire que l'histoire est à la fois originale et magique et inspirée des tréfonds et des profondeurs des traditions et cultures africaines, des cultures locales. Nous vous proposons dès à présent de découvrir tous ensemble le contenu de cette histoire tout à fait originale et magique dans un petit village de l'extrême nord du Cameroun. Une histoire ouazal. Bienvenue à tous, bienvenue dans la légende de Ouazal. Il était une fois à l'extrême nord du Cameroun, dans un petit village dénommé Ouazalville, vivait un peuple très conquérant, très fort, très solidaire, les Ouazaljois. Dans ce petit royaume riche en ressources naturelles et en traditions, les habitants vivaient une harmonie avec la beauté de la nature et la grandeur de la faune. La légende raconte que les terres rouges les nourrissaient et que les esprits les protégeaient. Ouazalville était un petit paradis sur terre, un véritable havre de paix, où le vent doux faisait murmurer les feuilles des arbres et où le ruissellement des eaux miroitantes et le chant paisible des oiseaux apportaient un charme au décor. Cette petite case, faite en argile, faite en bois et faite en paille. Les habitants étaient debout avant le premier chant du coq. Ils avaient pris l'habitude, avant de se rendre dans les champs, à la chasse ou à leur labeur respectif, de s'asseoir ensemble sur les bancs de touche du bénitariat pour prendre les nouvelles des uns et des autres et consommer un bon plat de petit déjeuner. Et ici à Ouazalville, le petit déjeuner favori était le beignet haricot bouilli, BHB comme on appelle localement. La légende raconte que malheur à celui qui ira dans le champ du voisin pour voler des prunes ou autres fruits sans l'autorisation. Du coup, tout le monde protégeait avec force sa concession et ses biens. Pour ceux qui s'hasardaient quand même à le faire, un malheur très grave s'abattait sur leur famille. Pour tout visiteur des villages environnants, le village semblait fort, solide, solidaire et difficile, très difficile à conquérir. Ces murs anciens laissaient paraître les différentes et nombreuses batailles déjà menées et reflétait une force majestueuse, indescriptible. On pouvait voir sur les murs des temples, des calligraphies qui véhiculaient des messages secrets. Mais le secret de la beauté et de la force de ce royaume, qui forçait l'admiration de tous et qui, par conséquent, attisait la convoitise, résidait dans la sagesse des anciens, des ancêtres, qui permettait d'assurer la pérennité du village. Le roi du village, Ouazalion, était un homme d'une grande sagesse, patience et intelligence. Droit dans ses actes et ses paroles, il disposait d'une puissance et d'une maturité redoutables qui forçaient le respect. Aimé de tous, il n'hésitait pas à partir du combat afin de protéger ses terres et répondre aux besoins de son peuple. Et pourtant, lors d'une embuscade très difficile, le roi Ouazalion fut assassiné. À l'époque, le village avait été pris en assaut. Ouazalion coura et cacha son épouse et son fils dans une cave secrète afin de les mettre à l'abri. Puis, il réunit ses armées pour protéger le village. À l'aide de son armure et de son épée Ouazal-Am, le roi Ouazalion, accompagné de ses soldats et de son fidèle ami Bantoutator, se lancèrent dans un combat sanglant. Les ennemis arrivaient de toutes parts, on pouvait entendre les épées siffler. Ouazalion, qui se sentait invincible grâce à son épée, partit à l'affront des ennemis sans même attendre ses troupes. Il saisit un adversaire pour l'étrangler. Mais c'était sans compter sur l'arrivée du camp adverse
qui le mit par terre. Le roi, le grand roi, Roisalion, fut blessé à l'épaule. Roisalion, fulminant de rage, se releva et affaibli, continua la bataille. Bantoutatор, qui de loin vit son ami blessé, tenta de lui venir en aide, mais il lui fut empêché par les ennemis qui avaient fait une barrière autour de lui. De son côté, Roisalion, seul, aux prises avec une dizaine de guerriers, coupa la tête de 5 soldats grâce à Wazalam, la grosse épée. Fort de son succès, il ne vit pas arriver des adversaires qui, avec traîtrise et lâcheté, le poignardèrent, l'un dans le dos et l'autre dans le ventre. Bantoutatор, venant à bout des assaillants, les habits en lambeaux, la figure en sang, arriva quelques minutes plus tard auprès de son ami. Mais le roi rendait son dernier souffle. Il laissait derrière lui un jeune fils, Wazal, qui signifie lion, roi de la jungle. Bantoutator, ayant échappé à la mort, meurtri par ses blessures et par l'humiliation, promit de venger la mort de son ami, Roisalion. La nouvelle de la mort de Roisalion se répandit très vite et les ennemis voisins s'organisèrent afin de partir de nouveau à l'assaut du village. Mais c'était sans compter une fois de plus dans l'esprit de Roisalion. L'esprit de la revanche, l'esprit du guerrier, l'esprit de la force, l'esprit du courage. Certes, il était mort, mais son âme était toujours présente. Les meilleurs soldats furent choisis et élus par l'âme de Roisalion. Grâce à l'âme de ce dernier, on pouvait espérer qu'il trouve la force pour combattre ses ennemis. Rapidement, les Wazalciens et les Wazaljois du village se réunirent en conseil pour nommer le nouveau chef du village. Comme le prédisait la prophétie, le courageux guerrier qui porterait ce titre serait assigné à la lourde et honorable responsabilité de protéger la terre des ancêtres et le secret de son trésor. Le Wazalian, du nom de la grand-mère de Wazal. Wazalian était l'épouse de Wazalkin, fidèle et toujours à ses côtés. C'était une femme sage, née de la tribu Magritator, seule de cette tribu née sans Marguerite sur sa tête. Après sa mort, le roi Roisalkin, par respect et par amour pour son épouse, voulut lui rendre un hommage. Il décida alors de planter une marguerite sur sa tombe. 6 mois plus tard, surpris de découvrir un panthère de fleurs sublimes, il demanda aux villageois d'en faire la récolte. Les fleurs étaient mélangées avec le sang de la reine. Ils créèrent alors une fibre transformée en fil tissé, utilisée pour la fabrication du tissu que les rois et les Wazalciens portent jusqu'aujourd'hui. En hommage à l'épouse de Wazalkin, réincarnée en fleur, ce tissu fut appelé Wazalian. Tissu magique, très précieux, qui signifie plus riche, recherché et convoité par tous les villages voisins. Ce tissu procurait la sagesse et la protection à qui le revêtait. Pour le décorer, il suffisait de prononcer un mot magique, Wazal califragilistique, que le roi Wazal connaissait. Des messages géométriques et codés de paix, modernité, fécondité apparaissaient alors. Porter le tissu Wazalian n'était pas un acte anodin. En effet, l'étoffe servait également à fabriquer les costumes du roi et les tuniques des Wazalciens. En revanche, les Wazaljois n'y avaient pas accès. Des palabres continuaient, les délibérations aussi, pour choisir le nouveau roi, le nouveau capitaine de bord, le nouveau chef, le tout-puissant chef. Ceux qui connaissaient l'existence de Wazalstil savaient qu'il n'était pas intéressé par le trône. Mais certains villageois estimaient que Wazal était trop jeune pour porter ce rôle. Les anciens se réunirent une dernière fois. À l'issue du conseil des Wazalciens, ils jouèrent du balafon pour inviter tout le village. Un ancien monta sur une estrade afin que tous le voient et l'entendent parler. Mes sœurs, mes frères, la dernière embuscade laisse le village endeuillé par de nombreuses pertes. Notre roi, Roisalion, a hélas péri au cours de la bataille, mais grâce à son courage et à sa pugnacité, il nous a sauvé la vie. À nous autres rescapés de ce combat, nous ne devons jamais l'oublier. Notre navire est désormais sans capitaine et ne pouvons pas naviguer. Aussi, nous avons décidé de choisir un successeur et notre bon roi Roisalion
au sein de notre village. Son fils Roisal a retenu notre attention et nous avons décidé de le nommer roi. Toutefois, compte tenu de son jeune âge et de son inexpérience, nous devons l'entourer et l'encadrer, le coacher dans cette nouvelle fonction. C'est après ce discours que Roisal, fils du roi Roisalion et petit-fils de Roisalking, fut donc nommé roi de Roisalville. Le roi Roisal aimait voyager et partir à la découverte d'autres mondes. C'était quelqu'un de réfléchi, de très curieux. Il était passionné par l'art et la nature. Au retour de chaque voyage, il rapportait des provisions à ses serviteurs. Un jour, revenant d'un voyage épuisant, il décida d'aller se ressourcer dans la terre de ses ancêtres. Après quelques heures de marche, il entendit soudainement, et venant d'un endroit inimaginable et impensable, un écho. Curieux, il continua de marcher, quand tout à coup, l'écho retentit encore plus fort. Et cette fois, le bruit devenait plus audible. Roisal, fils de Roisalion, j'ai un message pour toi. Je suis ton ancêtre, souverain de la cité des anciens, premier roi de Roisalville, gardien, conseiller, protecteur, connu par tes pères sous le nom de Roisal-Brigand. Le roi surpris sursauta. Mais l'ancêtre lui parla d'une voix calme. N'aie crainte, n'aie crainte. Je suis là pour te livrer un message de la part des ancêtres. Roisalville est en danger. Je ne crains rien. Je n'ai pas de leçons à recevoir de personne. Roisalville est un village paisible. J'en suis le roi incontesté. Nul ne viendra troubler cette quiétude. Je te demande de me faire confiance et de m'écouter. L'heure est grave. Ne t'obstine pas. Ne te crois pas invincible et capable de faire abstraction du conseil de tes ancêtres. Je connais parfaitement l'histoire de mes ancêtres. Tu es un imposteur et je te demande maintenant de retourner d'où tu viens. Soit, fais comme bon te semble, fais comme tu le souhaites, fais comme tu veux. Mais sache que tu n'auras que besoin de m'appeler dans tes songes pour entendre le message des ancêtres. Roisal n'eut pas le temps de répondre. La voix s'était évaporée, quelque peu perturbé par l'intrus, mais néanmoins courroucé, il reprit son chemin pour retourner au village. Il ne fit part à personne de cette rencontre et pensa vite oublier la mésaventure. Si pour le roi, ses journées se déroulaient paisiblement, comme habituellement en revanche, ses nuits devinrent de plus en plus compliquées, difficiles. Des rêves étranges de pouvoirs occultes, de guerres, d'incendies, d'attaques de son royaume venaient hanter son sommeil. Pour fuir ces cauchemars, le roi se mit à veiller, mais sans pour autant faire de lien avec sa rencontre avec Roisal-Brigand. Après 10 nuits d'insomnie, exténué, il alla voir les anciens pour trouver la clé de ses songes. Un des anciens qui possédait un don de clairvoyance perçut tout de suite la situation de Roisal. Il ne lui donna qu'un conseil. Faire appel dans ses songes à Roisal-Brigand, le premier chef de Roisalville. Roisal furieux repartit obstiné et bien décidé à se débrouiller seul, car même les anciens ne lui faisaient pas confiance. Il lui fallut alors une semaine de veille pour entrevoir la nécessité d'écouter les anciens et de solliciter Roisal-Brigand. Il était exténué, irritable, son esprit était confus, son entourage ne le reconnaissait plus. Et puis surprise, humblement, il évoqua dans ses songes le grand roi, Roisal-Brigand. Il lui assura être prêt à recevoir ses conseils pour protéger son peuple. Alors, la voix de l'ancêtre revint la nuit suivante pour lui conter ses enseignements. Je suis venu t'enseigner comment entrer en possession de tes pouvoirs. Mais de quel pouvoir parles-tu? Est-ce en lien avec les menaces sur Roisalville? Tu dois protéger ton village comme tes ancêtres l'ont toujours fait, ainsi que les taupes précieuses roisaliennes que tu portes. Mais je suis un voyageur, je ne suis pas digne d'être un héros.
tu es le digne fils de Wazalion, dont tu es digne de ta mission et de ce que l'on attend de toi. Ils conversèrent longuement et puis, de plus en plus, la confiance s'installa entre les deux personnages. Juste avant de mourir, ton père, Wazalion, a demandé à ne pas être enterré. Les Wazaliciens ont respecté son vœu et ils eurent l'idée, afin de le protéger, de conserver son corps au creux d'un maoubi. Tu le sais, c'est un arbre de vie, c'est un arbre sacré dans la chefferie. Mais après quelques semaines, un jour que les Wazaliciens vinrent se recueillir sous l'arbre, ils eurent la surprise de découvrir à la place du corps du roi une huile de couleur fauve, rappelant la couleur du pelage du lion, mélangée à la sève de l'arbre. Les anciens se réunirent plusieurs fois afin de réfléchir à l'utilisation de cette huile et sur mes conseils, ils décidèrent de verser l'huile dans la rivière qui coule le long de la terre de tes ancêtres. Lors de leur concertation, j'ai signé un pacte avec eux afin que personne ne s'aperçoive de la disparition de la tête de Wazalion. Cher petit-fils, cette huile est le symbole de la puissance de ton père. Tu dois la récupérer. Pour cela, tu devras nager jusqu'au milieu de la cave. Tu verras alors une tache ayant une couleur du lion. Tu plongeras au milieu de cette tache d'huile et la magie opérera alors. Tu auras les cheveux nattés en forme de queue de lion et une épée gravée sur le haut du dos. Il s'agit de l'épée Wazalam, qui signifie respect, puissance, efficacité et créativité. Grâce à cette épée qui se transmet de père en fils depuis des générations, tu verras, la magie opérera à nouveau. Tu posséderas la force, les pouvoirs, le courage et la rapidité de 1000 lions. Mon très cher enfant, je dois te conter encore une autre histoire. Et cette fois, c'est l'histoire de l'huile magique. Le père de Wazalion, ton grand-père, était un véritable magicien. Il savait composer de savants mélanges de potions afin de guérir les siens. Afin de protéger son village, ton grand-père élaborait un mélange de toutes les herbes et huiles qui se trouvaient dans sa cave en bas d'une arête. Il souhaitait aussi multiplier ses forces. Avant de tester sa potion, il fallait la laisser mijoter doucement. Il s'éloigna quelque peu de la cave, mais ton père qui rentra du voyage alla directement voir son père, ton grand-père, à la cave justement. Trouvant la manip bouillie et très curieux du contenu, il goûta sans réfléchir à la potion. Aussitôt, Wazalion s'est mis à tousser puis ressentit un malaise. Après quelques minutes, il se ressaisit et se releva. Mais quand il regarda autour de lui, il constata avec effroi qu'il était placé à 2 mètres du sol. En fait, il planait. Il tenta en vain d'appeler son père. Aucun son ne sortait de sa gorge. Son père, loin d'imaginer le retour de son fils, mais cependant doté d'un 6e sens, s'enquit auprès d'un serviteur afin de vérifier son intuition. Son fils, de retour en effet, et le cherchant, s'était rendu à la cave. Ton grand-père, Wazalkin, se souvenant subitement qu'il avait laissé la manip sur le feu, se rendit aussitôt à la cave. Il trouva son fils qui planait dans les airs, à 10 mètres du sol. Il fit reculer au fond de la pièce son serviteur, où il prononça une formule magique. Il utilisa 3 lettres, W, Z, L. Il communiqua ensuite avec les ancêtres. Et 3 minutes plus tard, la situation était réglée. Wazalkin se confia au serviteur afin de l'amener dans sa chambre. Il prit le temps d'éteindre soigneusement le feu et de ranger la cave. Wazalion, dans son sommeil, entra en communication avec sa défunte mère Wazalian.
et lui annonça la mort prochaine de son père et qu'il en serait le successeur. Elle lui expliqua également qu'il devait se rendre en haut du mont Cameroun pour rencontrer le grand guerrier et combattant Bantou. Il devait aller, pour cette première mission, récupérer les pouvoirs et apprendre à les maîtriser. Mon fils, mon enfant, ta première mission, toi aussi, c'est d'aller à la montagne et de rencontrer Bantou. Sache une chose, tu devras toujours être en harmonie avec les rois anciens pour prendre soin du peuple. En effet, les rois anciens sont les sages du village. N'oublie jamais, même si tu es le roi, leur sagesse est incomparable. Mais avant cette première épreuve, je vais te donner d'autres secrets. Mais fais donc, allons-y. Tu as un petit frère, Wadastil. Un frère? Mais je suis fils unique. Il a été conçu hors mariage. Il a toujours vécu à Brazzaville. Il a hérité d'un don de créateur. C'est lui qui a confectionné toutes les tuniques et les vestes du village, ainsi que celles que tu portes aujourd'hui. La couronne ne l'a jamais intéressé. Et où est-il? Les mécanicators, alliés aux futurators, l'ont pris en otage lors de la dernière attaque contre Brazzaville. Mais qui sont-ils? Que cherchent-ils? Que veulent-ils? Que lui veulent-ils finalement? Tu sais, dans un village lointain, vivent deux tribus, les mécanicators et les futurators. On les appelle ainsi car leurs armures sont fabriquées à l'aide des pièces mécaniques de moteur, un mélange de mécanique de radiateur et Terminator. Un jour, les mécanicators alliés aux futurators ont lancé une attaque contre le village de Brazzaville car ils souhaitaient récupérer la racine du tissu protecteur. Tu sais, ils utilisent les dons de ton frère afin de gagner des concours face aux autres créateurs. Il est maintenu attaché par des chaînes aux poignets avec des électrodes sur le corps et sur le crâne. Et surtout, ils cherchent à conjurer la prédiction lors de leur prochaine attaque. Ils veulent donc s'emparer de la racine du tissu wazalian et avoir ainsi tous les pouvoirs pour être à la tête de tous les empires. Ta seconde mission sera de sauver ton frère. Mais comment pourrais-je? Je ne le connais même pas. Tu le reconnaîtras. Wadastil a un crâne et un W sur sa tête. Les premiers entraînements commencèrent pour Wazal, car Wazal Brigon voulait qu'il soit prêt pour l'ultime combat. Il prit la route pour se rendre au mont Cameroun, la montagne des dieux. Il devait y rencontrer Batotator, chargé de lui donner des enseignements. Lors de son voyage, qui dura 3 jours, il prit de nombreuses embuscades, sans compter les éléments naturels qui semblaient se déchaîner sur son passage. Tempête, vent, orage, tornade. Il arriva enfin au palais de Batotator, sain et sauf. Il fut accueilli par son épouse Marie, Batotator étant parti chasser. Wazal se présenta à elle comme le jeune roi de Brazzaville. Il fut étonné et agréablement surpris d'entendre que son nom lui était familier. Elle semblait connaître l'histoire de ses ancêtres et son hospitalité lui apporta beaucoup de réconfort. Il restait ainsi quelques heures jusqu'à l'arrivée inopinée de Batotator avec une des as chargée du gibier. Après de brèves présentations, les deux hommes se retrouvèrent seuls pour échanger et Batotator présenta son programme d'enseignement à Wazal. Ton père est un grand homme et mon ami. Nous nous sommes toujours soutenus. Il a été tué lâchement. Aussi ai-je promis de le venger. Tu as hérité de ses pouvoirs et je suis là pour t'apprendre à les maîtriser. Toutefois, avant tout, tu vas devoir prendre 3 jours de repos. Il est inutile de protester. Cette règle est nécessaire et indispensable à la réussite de ton enseignement. Elle n'est pas négociable. Pendant ces 3 jours, tu seras aidé par mon épouse. Tu te nourriras
Tu dormiras. Tu seras à l'écoute de ton bien-être. Nous prendrons la route au lever du soleil, quand le coq aura chanté 3 fois. Nous marcherons jusqu'au sommet, le grand sommet du mont Cameroun. Ce sera pour nous l'occasion de faire plus un peu connaissance. La montagne des dieux est un lieu où, grâce à l'énergie cosmique, mais également à une grande concentration, on rentre aisément en communication avec les dieux. Dieu a un atout pour toi. Tu as un esprit positif et tu as un don que tu dois mettre au service de Dieu. Après ces 3 jours consacrés essentiellement à son confort, Wazal était serein et joyeux. Comme prévu, au 4e jour, ils prirent la route pour commencer leur ascension vers la montagne des dieux. Ils durent faire plusieurs étapes au cours desquelles Bantutator commença son enseignement. Pour manger, il devait chasser. Wazal était un bon chasseur, un très bon chasseur, mais la technique de Bantutator était nouvelle pour lui. Il fallait construire des pièges à l'aide d'une machette. Il se frayait un chemin en coupant les herbes et les arbres. Wazal dut apprendre à tenir parfaitement la machette, en imaginant déjà des futurs adversaires qui profiteraient d'une seule faille pour le désarmer. Caché pour surprendre le gibier, il apprit à se servir des flèches. Ses dernières tentatives furent un échec, un gros échec. Wazal était vexé, sa réputation d'excellent chasseur était en cause. Bantutator, connaissant la jeunesse et la fougue de son disciple, l'invitait à se calmer, à respirer, à se concentrer. Ses conseils portèrent leurs fruits. Wazal visa en plein cœur d'un phacochère. On pouvait lire dans son regard un éclair de satisfaction lorsque Bantutator le félicita. Ils découpèrent ensemble le gibier, en mirent une partie dans leur sac et enterrèrent le reste pour que la viande ne se gâte pas et pour prévoir les réserves. Arrivés à leur campement, ils firent un feu de bois pour faire cuire les grillades et reprendre des forces. Après quelques jours de ce programme intensif d'entraînement, ils arrivèrent enfin à la montagne des dieux, un endroit somptueux, lieu de rassemblement de tous les esprits bienveillants. Wazal resta sans voix devant la magnificence. Accompagné par Bantutator, il monta sur une colline où se trouvait le monument de l'Alliance. Il dut fermer les yeux et se concentrer afin de rentrer en communication avec les esprits et de percevoir ainsi les secrets de la réussite. C'était là une preuve encore bien plus difficile que celle de la chasse. Après un long moment de vaine concentration, il était déjà découragé. Bantutator l'invita à la patience. Il lui conseilla de penser à l'histoire de sa famille, d'accompagner ses pensées par des respirations profondes. L'exercice dura longtemps. Soudain, Wazal entra en transe et se mit à crier. Il vit dans ses songes la manière d'acquérir ses différents pouvoirs, la manière d'utiliser son épée Wazal-Am gravée sur son dos. Il lui fut alors révélé la façon de se saisir de son épée, de l'utiliser et de combattre l'ennemi à la manière des anciens. Après quelques heures, son corps se mit à trembler. Bantutator prit l'huile récoltée sur le maobi pour embaumer et masser son corps. Wazal était épuisé, mais les entraînements n'étaient pas terminés. Il devait descendre dans l'arène afin de mettre en pratique les techniques perçues dans les différents songes. Dans l'arène, Bantutator l'attaqua par surprise. Wazal fut projeté et atterrit sur la cime d'un arbre. Vexé et fâché, il voulut riposter. En vain. L'effet de surprise l'avait désarçonné. Ce fut l'occasion pour Bantutator de lui enseigner l'art de la feinte afin de déjouer les pièges et la lâcheté des ennemis. Au coucher du soleil, Bantutator mit fin aux entraînements. Ils prirent le chemin pour rentrer au campement. Ils se restaurèrent avec une partie de la réserve du gibier afin de reprendre des forces. Les jours suivants, les exercices se portèrent sur l'apprentissage de l'équilibre et du vol dans les airs afin de maîtriser les pouvoirs occultes utilisés par les adversaires. À force de patience et de courage, et grâce aux conseils avisés et à l'enseignement remarquable de Bantutator,
Wazal apprit les stratégies, les techniques et la rapidité nécessaires pour se montrer digne de ses missions de chef du village et crédible auprès des anciens, les rois des Assyriens. À son retour du village, ils se présentèrent à ses anciens, qui ressentirent aussitôt un changement d'attitude dans leur chef, leur roi Wazal. Tout subitement, il avait mûri. Il était prêt à défendre le village contre les ennemis et à venger son père, Wazakin. Wazal décida de créer une armée puissante qu'il nomma Montagne des Dieux, à l'image de ses soldats grands et robustes. S'inspirant de la tradition de ses ancêtres, il enseigna à tout le village le Wazalangwa. Il s'agissait d'une langue ancienne et codée. Il suffisait juste d'ajouter Wazal avant une phrase et un mot. Ce langage permettait de repérer les espions. Il travaillait dur, était aussi à l'écoute et ne se laissait distraire par personne, excepté par une jeune femme qui entrait au palais avec sa mère, la servante qui accomplissait des tâches ménagères au feu du roi Rosalien. Appelée Eliane, elle venait souvent au palais aider sa maman. Wazal éprouvait des sentiments pour elle, mais n'osait pas les lui dire, ni même de se l'avouer personnellement. Un jour, à son réveil, lorsqu'il faisait le tour de son royaume, il entendit les cris d'une jeune fille et de plusieurs hommes. Il se précipita au palais et ouvrit la chambre d'où venaient les cris. Il vit deux hommes autour de la jeune servante. « Qui êtes-vous? Que lui voulez-vous » La jeune fille, leste et rapide comme l'éclair, profita de l'éruption de Wazal, donna un coup de pied au premier homme, mais le deuxième se précipita sur elle et en profita pour lui fixer une puce sur l'épaule. Elle dut les mépriser sans même l'aide du roi. En très peu de temps, le tour était joué. La fille était libérée. Aussitôt après, elle s'en prit à Wazal. « Deux hommes veulent me kidnapper et toi tu converses avec eux comme si de rien n'était sans me venir en aide. Sache que je n'ai peur de personne. On m'appelle la rebelle. Tu as raison, je te présente mes excuses. Mais qui t'a appris à te battre? J'aime ta façon de te défendre. Mais que faisais-tu dans la chambre seule, sans ta mère? Quand ma mère n'est pas là, je la remplace. Et les hommes, tu les connais? Non, je ne les connais pas. Le roi appela les gardes pour aller à la recherche des deux hommes afin de les enfermer. Mais ils étaient déjà bien loin et les gardes revinrent bredouilles. Aussitôt, les espions prirent la route vers la tribu des Mécanicators afin de faire le compte rendu de leur mission. Les Mécanicators et les Futurators les attendaient avec impatience et espéraient de bonnes nouvelles. Les espions, humiliés et honteux de leur échec face à une femme, rapportèrent une histoire de faits quelque peu transformée. S'ils n'avaient pas pu capturer Eliane, c'était tout simplement parce que le roi avait fait irruption et les en avait empêché. Après un long et rude combat, ils avaient dû prendre la fuite, non sans avoir auparavant installé une puce sur l'épaule de la jeune fille. Les Mécanicators, enfin, furieux de cette défaite, brûlèrent leurs oreilles et se concertèrent avec les Futurators pour échafauder un massacre. Bien, voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo, dont l'objet était de vous raconter l'histoire de la légende de Wazal. On espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager au maximum. Nous vous remercions pour votre attention.